retrouvez. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Introduction d'une nouvelle plateforme dans l'exécution des dépenses au niveau local. C'est la concrétisation d'une des recommandations de l'immersion gouvernementale de 2022 baptisée Sonoya et touche directement les structures à la base. Ouverture de la revue sectorielle de l'éducation 2023. 72 heures durant, il sera question de discuter du rapport annuel de performance 2023, d'identifier les défis et de formuler des recommandations à suivre dans ce journal. À la fin de cette édition, on s'intéressera à la sortie de l'album de l'artiste Marie Wanamo, sortie annoncée lors d'une conférence de presse organisée par son équipe de production. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Examen de la loi de finances initiale 2025. Les conseillers nationaux passent au crible le document dans son volet recettes devant les différentes commissions. Se relayent les départements ministériels. Le niveau d'exécution du budget 2024 est présenté. Les priorités pour l'année prochaine exposées, n'est-ce pas, Robert Siditolo? Pour ces premiers jours de débats en commission, plusieurs départements ministériels se sont relayés devant les conseillers nationaux pour justifier le niveau d'exécution du budget sectoriel de 2024 et défendre celui alloué en 2025. À la commission réconciliation, par exemple, le ministère de la Communication et de l'Information était venu exposer les priorités et les défis avant de plaider pour une augmentation substantielle du budget sectoriel pour l'année 2025. Nous sommes venus pour faire une plaidoirie concernant notre budget qui a été diminué de façon drastique. Donc nous avons estimé que le CNT doit nous accompagner pour voir comment rehausser le budget. Vous connaissez le département de l'information et de la communication, un département transversal qui a besoin de plus d'appui. Vous savez, déjà, on a commencé à améliorer les sites de diffusion, à renforcer les capacités également des radios rurales, également la télé et la radio, parce qu'il faut améliorer non seulement le contenu, améliorer les programmes de nos différents médias de service public, mais également permettre aux populations de mieux comprendre, de mieux entendre ce qui se passe dans le pays, surtout actuellement avec Simandou 2040, les grands projets qui sont annoncés dans le pays. Donc il est nécessaire que les populations soient suffisamment informées. À la commission loi, l'équipe conduite par Kairaba Kaba a défendu le budget sectoriel exercice 2025 dont les priorités porteront sur la poursuite de la construction du centre pénitentiaire de Yorokogia dans Dubrika. À cela s'ajoute la formation des cadres et l'amélioration des conditions de vie dans les lieux de détention. Nous avons constaté qu'il y a un effort à faire pour que l'État améliore sa justice. Sur les questions de droits de l'homme, nous allons proposer à Monsieur le Président du CNT qu'il y ait une journée spéciale consacrée au débat sur les questions de droits de l'homme entre le ministère de la Justice et le CNT. Avec un budget sectoriel légèrement revu à la hausse, le département de l'énergie promet de qualifier davantage le secteur par l'amélioration de la desserte en eau potable et en courant électrique. Et nous avons vu qu'au niveau du ministère du budget, ils ont fourni suffisamment d'efforts, mais il reste encore à en fournir parce qu'en ce qui concerne les transferts de crédits liés à l'énergie qui reste extrêmement subventionné, mais aussi le secteur de l'eau qui n'a pas connu beaucoup de financement ces dernières années. Donc on est venu plaider afin que ces deux secteurs qui constituent aujourd'hui le socle de notre vivre ensemble. L'eau, c'est la vie. L'énergie, c'est l'économie transformée. À la Commission Affaires économiques et développement durable, le ministère des Transports a été reçu. Les débats ont été axés sur les priorités en 2025. Nous sommes venus ici pour expliquer nos difficultés, au-delà simplement aussi des lignes budgétaires, c'est d'expliquer nos difficultés qui, une fois prises en compte, permettront, je l'espère en tout cas, de réajuster, de revoir un peu notre budget pour nous permettre de réaliser nos investissements. Les conseillers se sont interrogés sur justement l'efficacité des différents services à remplir correctement leur contrat de service.
Donc c'est extrêmement important et nous nous sommes pensés également sur la performance du secteur de transport en matière de fourniture de revenus à l'État. De même, à la Commission Affaires étrangères, la rencontre avec les cadres du ministère des Affaires étrangères a porté sur le niveau d'exécution du budget 2024 et les priorités en 2025. Il a été question ici de vraiment démontrer comment le budget de 2024 que nous avons reçu a été, si vous voulez, exécuté, dépensé. Nous avons eu plusieurs poches de dépenses, à savoir l'acquisition de nouvelles chancelleries, parce que c'est une préoccupation majeure de notre chef de l'État quant à l'image de notre pays à l'étranger. L'amélioration justement des conditions de vie de nos représentants dans les différents pays. C'est très bien de voter le budget pour l'année 2025, mais encore faudrait-il avoir des éléments d'information sur la manière dont le budget de l'année 2024 a été exécuté, a été mis en œuvre. Donc pour nous, c'était très important de les entendre là-dessus. À la commission éducation également, les cadres du département de la culture et du patrimoine historique ont échangé sur les priorités en 2025 et les perspectives en matière de développement du patrimoine culturel du pays. Notre budget a été rehaussé de 16% par rapport à la loi des finances rectificatives de 2024, ce qui est une excellente nouvelle pour nous. L'année 2025 démarre avec le grand projet Simandou 2040, où il se trouve que la culture occupe le deuxième palier. Donc c'est une priorité gouvernementale. Donc c'est pour cette raison nous avons bien voulu écouter le département de la culture sur leurs perspectives en matière de développement de notre patrimoine culturel. Les travaux consacrés à l'examen du budget sectoriel volet recettes se poursuivent durant cette semaine. Je vous le disais au sommaire, l'une des recommandations de l'immersion gouvernementale de 2022 était d'appuyer les structures déconcentrées à travers l'introduction d'une nouvelle plateforme dans l'exécution des dépenses et les baptisés Sonoya y touche directement les structures à la base. La ville de Kindia a été choisie pour le lancement, n'est-ce pas, Guénéan Sané? En plus de la collecte des recettes, des innovations majeures dans l'exécution des dépenses au niveau déconcentré. Fini le manuel, place au digital à partir de janvier 2025. Cela donne naissance à une plateforme dénommée Sonoya ou encore La Facilité. Depuis 3 ans, nous sommes en train de produire cette application qui a été inspirée lors de l'immersion gouvernementale de 2022. Donc, l'application permettra d'exécuter en temps réel et de transmettre les informations en temps réel, non seulement au niveau central, à la Direction générale du budget, au Trésor, au service du contrôle financier. Les ordonnateurs seront informés en temps réel, par SMS, par mail, les ministres, les gouverneurs, les préfets. Les 33 préfectures se sentent directement concernées. 20% du budget des ministères seront désormais à leur compte. Il n'y a pas de traçabilité. Donc si aujourd'hui, le ministre du budget vient avec ce outil-là pour la facilité, pour la traçabilité et pour la crédibilité et encore la bonne gouvernance, moi je dis que merci au ministre. Comme Kindia, les régions de l'Abbé, Kankan et Zéro-Corée officialisent simultanément l'outil Sonoya. Question de dématérialisation des dépenses et surtout de cohérence avec la vision du chef de l'État. Il est aligné au programme Simandou à plusieurs sens. D'abord par son nom. Si vous remarquez, le pilier 2 de Simandou, c'est éducation et culture. Et c'est pourquoi nous avons choisi un nom bien de chez nous, Sonoya, pour son nom. Et sur le plan de revitaliser l'intérieur du pays et vivifier tout ce qui est lié aux finances et à l'économie, le pilier 4 de Simandou 2040 est aussi parfaitement réalisé. Pendant ce temps, la maîtrise de la plateforme Sonoya demeure un défi à quelques jours de la nouvelle année. Sa mise en service interviendra à la suite de l'adoption de la loi de finances initiale 2025.
Dans le secteur des télécommunications, l'année 2024 enregistre de grandes réformes pour l'amélioration de la connectivité du pays. La fibre optique a facilité l'interconnexion de la Guinée avec certains pays voisins. Des jeunes ont été formés au métier du numérique. Autre réalisation, la digitalisation de l'administration publique. C'est notre grand format de cet après-midi et il est réalisé par Mamadou Saliouba. Dans son élan de transformation numérique, la Guinée a fait des progrès cette année. D'importants programmes sont exécutés pour la réduction de la fracture numérique et l'amélioration de la connectivité du pays. Un programme qui a permis d'interconnecter la Guinée et le Mali par la fibre optique. D'autres protocoles d'accord sont aussi signés pour la mutualisation d'infrastructures numériques et le partage d'expériences avec la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'interconnexion entre nos deux pays ne fera que favoriser non seulement la résilience au niveau du trafic de nos données, créer aussi du trafic économiquement parlant. Et cela ne fait qu'enrichir nos concitoyens en matière de connectivité de qualité et aussi créer une connectivité plus abordable. Autre projet phare réalisé cette année dans le secteur de télécommunications, c'est la formation des milliers de jeunes au métier du digital pour faire de l'inclusion numérique une réalité. Au même moment, le programme de digitalisation de l'administration publique a pris cette année sa vitesse de croisière. En tant que département responsable de la politique du gouvernement en matière de digitalisation, mais aussi des télécommunications, notre rôle, c'est de coordonner les activités, mais aussi d'aller sur une inclusion. Dans le secteur des télécommunications, 2024 a été aussi marqué par des travaux de développement d'infrastructures numériques. À Conakry, s'est tenue la rencontre des experts et autres acteurs en charge de l'atterrissage du deuxième câble sous-marin dénommé Amical Cabral. À l'intérieur du pays, des travaux de construction d'espaces numériques sont aussi lancés dans certaines villes. À Conakry, ouverture de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. Le programme regroupe acteurs de l'éducation, partenaires techniques et financiers et sociétés civiles. Il sera question pendant 72 heures de discuter du rapport annuel de performance 2023, d'identifier les défis et de formuler des recommandations. Les travaux ont été lancés par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdoul Aziz Baldé, reportage. L'événement annuel est réuni tous les acteurs impliqués dans le système éducatif en Guinée. La revue sectorielle de l'éducation est officiellement ouverte ce matin à Conakry devant les cadres des 3 ministères sectoriels et les partenaires techniques et financiers. L'exercice permettra de constater les progrès réalisés en 2023, mais aussi se projeter sur des défis pour atteindre des cibles des indicateurs définis pour l'année 2023. À travers les indicateurs de pilotage, nous verrons effectivement dans les ministères s'il y a eu performance ou pas. Est-ce que les ressources qui ont été mises à la disposition des ministères en charge de l'éducation et de la formation ont été transformées en résultats? Donc c'est lors de cette revue que cette situation est présentée, discutée. Des recommandations sont formulées pour un meilleur pilotage de notre système pour les années à venir. Cette présente revue se tient à un moment où le gouvernement guinéen et ses partenaires éducatifs multiplient les initiatives pour renforcer et améliorer l'accès à l'éducation afin d'atteindre les objectifs du programme décennal pour l'éducation PRODEG, soutenu par le Partenariat mondial de l'éducation et l'UNICEF. Nous avons un programme décennal assez étoffé qui est assez ambitieux, donc c'est de travailler à l'accélération de sa mise en œuvre parce que les populations n'attendent pas, d'explorer de nouvelles pistes alternatives de financement pour que l'on puisse prendre en compte l'ensemble des bénéficiaires, mais aussi transférer les compétences pour que nous puissions au niveau national activer les automatismes et les mécanismes pour mettre en œuvre nos propres
programme d'éducation. Et notre objectif est vraiment d'accompagner la Guinée dans ses efforts d'avoir une éducation de qualité, une éducation inclusive, une éducation où les enfants apprennent. Ils ont une qualité pour être employés sur le marché. Le gouvernement guinéen et les partenaires techniques et financiers attachent du prix au dialogue sectoriel sur l'éducation. Toutefois, des défis restent à relever, notamment dans les zones rurales et les régions les plus vulnérables. Et puis le réseau des femmes syndicalistes de Guinée vent debout contre les VBG. Une rencontre de concertation est organisée pour dénoncer la pratique en mettant un accent particulier sur les conséquences dans la vie des victimes. Mounir Barry pour en savoir plus. Le réseau des femmes syndicalistes de Guinée entend jouer sa partition dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Ce réseau multiplie les plaidoyers pour la ratification de la Convention 190. Depuis 1991, la communauté internationale célèbre les 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. En Guinée, cet événement mondial intervient à un moment où on assiste à des violations massives et répétées, celui des jeunes filles et femmes en plusieurs endroits de notre pays. Ces syndicalistes travaillent pour la protection sociale des femmes, font des requêtes auprès des autorités pour l'application correcte des lois guinéennes et les conventions internationales sur la protection des femmes. La femme d'abord, c'est nos mamans. La femme, c'est aussi nos coépouses. La femme incarne les vertus de la société africaine. C'est pour ça, partout où vous lancez ces activités pour contrecarrer ces velléités, nous devons vous accompagner effectivement. Les femmes travailleuses du mouvement syndical guinéen condamnent avec la dernière énergie toutes les formes de violence, verbale et physique, faites à l'endroit des filles et des femmes. Elles s'inclinent pieusement devant la mémoire de la jeune Aïcha Ba, de 9 ans, lâchement assassinée, et souhaitent prompt rétablissement à la mineure Rougiatou Diallo, toutes deux victimes de viol. À l'occasion de cette rencontre, ces femmes ont eu d'abord une pensée pour la jeune Aïcha Ba, récemment victime de viols et de meurtres, ainsi que pour toutes les autres femmes touchées par ce phénomène. Le mouvement syndical guinéen accompagne le réseau de femmes syndicalistes de Guinée afin de poursuivre les coupables devant les juridictions compétentes. Dans le volet humanitaire, des soins gratuits sont offerts aux habitants de Pouké, c'est à Dalaba. C'est un geste du Rotaract Club Conakry Camayen qui permettra aux communautés défavorisées de bénéficier de soins appropriés. Marwan Kamara, Fatoumata Taba, Fodébari. Situé à 312 km de la capitale Conakry, le district de Pouké dans la préfecture de Dalaba est l'une des zones cibles du Rotaract Club de Conakry pour apporter son soutien à la communauté. À l'école primaire, une journée de consultation et de distribution des médicaments essentiels rassemble les populations de Pouké et environnants. Déjà sur place, plusieurs personnes bénéficient de cet apport humanitaire. Nous nous réjouissons à plus d'un titre de l'opportunité que vous offrez aux citoyennes et citoyens de notre district pour cette journée de consultation gratuite et de fourniture éventuelle de produits pharmaceutiques en faveur de ceux qui en ont besoin. Vous avez vu l'engouement des populations, les enfants, les femmes, des vieilles personnes se sont déplacées, même pas du village, mais sont venus même de la ville et d'autres contrées pour se soigner. Nous saluons les initiateurs de cette opération et nous les encourageons. Cette initiative du Rotaract Club Conakry Camayen permettra aux communautés défavorisées de bénéficier équitablement des soins de santé afin de réduire les disparités et les inégalités en matière d'accès aux services de santé de base. L'objectif de cette action s'articule sur 3 volets. Faciliter l'accès aux soins primaires de la communauté, sensibiliser la communauté aux bonnes pratiques sanitaires aussi, et également favoriser aussi la solidarité communautaire entre la communauté et nous, parce que nous sommes un club service de jeunes engagés au service de notre communauté. C'est un de nos axes prioritaires. Nous nous sommes engagés pour aider les communautés. Trouver des solutions pour les communautés guinéennes, pour la Guinée, mais pour les communautés également. Cette campagne humanitaire des Rotaract Club est à sa 4e édition. Elle contribue à renforcer les soins de qualité
conformément aux objectifs de développement durable pour un monde meilleur. Dans le même registre, production animale dans la région de la Baie, 5 agents vétérinaires apprennent les techniques d'alimentation, un programme mis en place par le département de l'agriculture et de l'élevage. Il est question de rehausser les interventions de ces techniciens sur le terrain. Maroufba. Dans l'élan de renforcement des capacités des ressources humaines sur le terrain, le Fonds national de développement de l'élevage, FONDEL, en accord avec les directions techniques de l'élevage, forme 50 agents de services déconcentrés. Ces agents sont issus des directions nationales de l'alimentation, de la production animale et des services vétérinaires. Ils seront outillés sur les bonnes pratiques de production alimentaire et de santé animale. On fait ce constat-là à l'intérieur du pays. Au retour de la mission, nous avons effectué notre mission encore en dehors de la Guinée. Nous avons vu le gap qu'il y a entre ces pays et le constat que nous avons fait lors de la tournée. Alors nous avons initié cette formation d'accompagner les directions techniques que sont la production animale et les services vétérinaires. Quand vous prenez par exemple l'élevage des bovins, l'élevage des caprins et les autres espèces, il faut y avoir des programmes de vaccination, il faut avoir ce qu'on appelle la prophylaxie, il faut nettoyer, il faut désinfecter les locaux où les animaux vivent, et ce sont l'ensemble de tout ça que nous appelons les bonnes pratiques en élevage. Ce projet de formation des chefs de poste vétérinaires et zoonotechniques va durer 5 jours. Pendant ces jours, ces agents vont bénéficier des meilleures pratiques dans l'exploitation avicole, bovicole et apicole, mais aussi amener les agents à cerner les concepts de la gestion de la transhumance pour la prévention et la gestion des conflits. Nous sommes des services déconcentrés et nous sommes là dans le cadre de l'application des politiques du gouvernement, dans le cadre du développement, du bien-être des animaux et des humains. Donc aujourd'hui ici, le niveau central nous invite ici pour des renforcements des capacités. Ça nous fait tellement plaisir. Au sortir de cette formation, les 50 agents seront outillés sur le contenu du code pastoral et de l'élevage. Ils seront aussi en mesure de faire face aux menaces qui pèsent sur la biosécurité. Nous poursuivons cette édition. L'un des projets de la Fondation internationale Kerno et Mariam est la construction d'un centre de prise en charge des personnes porteuses de handicap. C'est en cela que la structure a présenté le projet lors d'un dîner gala de récolte de fonds pour la concrétisation du dit projet. C'est un reportage de Aboubakar Junior Camara. Fidèle à ses engagements humanitaires, la Fondation internationale Kerno et Mariam Fitima prospecte toutes les pistes pour rendre heureuses les personnes vulnérables et porteuses de handicap. Ce dîner gala annuel est organisé pour mobiliser des fonds pour la construction des centres de prise en charge des personnes porteuses de handicap et l'autonomisation des femmes en Guinée. Fitima a existé pendant 20 ans et a essayé d'évoluer autant que faire se peut par ses propres moyens, avec l'aide de quelques partenaires. Cette fois-ci, nous avons décidé d'aller à la construction d'un centre de référence pour les enfants vivant avec le handicap. Et raison pour laquelle nous faisons appel au cœur des Guinéens, de manière à ce que nous puissions nous mobiliser, que les Guinéens puissent se mobiliser pour apporter leur contribution pour la construction de ce centre qui bénéficiera à tous les enfants guinéens qui souffrent de handicap. Cette activité coïncide avec le 20e anniversaire de l'institution créée au Burkina Faso. Aujourd'hui, le pays des hommes intègres dispose d'un centre de prise en charge des personnes en situation de handicap. Et Mme Hawa Dramé et son équipe cherchent à mettre la même chose en Guinée, conformément à la vision du chef de l'État qui fait du social le premier pilier de la transition. Le centre qui est ouvert en Guinée, nous sommes dans une maison, à la merci des propriétaires en plus. Et on a ouvert le centre aussi de l'Institut supérieur de rééducation. Donc vous imaginez, c'est des loyers exorbitants dans tous les cas et surtout des bâtiments qui ne sont pas adaptés à nos activités. Nous avons fait des démarches auprès de l'État. Nous espérons que nous allons obtenir un terrain, que l'État va mettre à notre disposition un terrain, à défaut de nous donner des locaux, afin qu'on puisse mieux travailler. Et l'idée aujourd'hui de FITAN 2024, c'est de mobiliser des fonds pour pouvoir construire demain sur ce terrain que l'État
nous l'espérons vivement, mettra à notre disposition. L'occasion est saisie par les bénéficiaires pour célébrer la POES, la Fondation, pour ses efforts dans la défense des droits des personnes porteuses de handicap, mais surtout leur autonomisation. La structure m'a permis de révolutionner ma formation, d'être un peu plus performant et de savoir ce que je fais quand je touche un patient. J'ai toujours rêvé d'être indépendante, de travailler pour moi-même et grâce à Fitima, aujourd'hui mon rêve a été réalisé. J'ai mon propre business, je vends des habits en ligne. Tout ça c'est grâce à Fitima. Une fois ce centre réalisé, les capacités d'accueil, de formation et d'assistance des personnes vulnérables vont s'accroître dans l'intérêt supérieur de la nation. Et pour finir, cette fin d'année reste chargée en termes d'événements. À Conakry, la structure Soudou Dardia Prod vient d'animer une conférence de presse portant sur la sortie officielle de l'album Malhaki de l'artiste Marie-Louise Wanamou. Le comité d'organisation a expliqué de long en large les capacités de l'artiste et promet de réaliser un concert historique. Mekini Moussa Kamara pour en savoir plus. Malhaki est un concept qui signifie en langue kissi « pardonne-moi ». Cette marque de tolérance est le titre de l'album de l'artiste Marie-Louise Wamuno, une œuvre de 14 titres pour rassembler les Guinéens autour des actions de développement en cours en Guinée. Je chante pour la Guinée, donc j'invite tout le monde, les Peuls, les Malinké, les Soussous, la forêt. Je vous invite tous à venir soutenir votre sœur Marie-Louise Wamuno, qui fera vraiment un concert du jamais vu, qui sera un concert inoubliable le 14 décembre au Palais du Peuple, à partir du 14. Marie-Louise représente pour moi comme ma fille, ma propre fille. C'est une fille qui a été reconnaissante vis-à-vis de moi. J'ai aidé plusieurs personnes, beaucoup de personnes. Mais sa soumission, son respect et la gentillesse envers les gens, c'est ce qui a fait aujourd'hui, je l'accompagne dans son projet. La maison de production Soudou Dardia pilote les activités de ce spectacle vivant prévu ce samedi au Palais du Peuple. Il chante excellemment bien. Imaginez l'album qui a été travaillé par Koudou Atanaz. Koudou Atanaz, il a fait l'album d'Alpha Diodara, l'album de Mori Kanté et tant d'autres, je ne cite que ceux-là. C'est pour vous dire l'excellentissime de la personne. Aujourd'hui, qui gère le studio de l'Institut des Arts, Mori Kanté de Dubeka. C'est pour dire qu'une institution d'éducation qui envoie aussi une telle personnalité, qui travaille avec une telle personne, comme notre artiste Marie-Louise, c'est là qu'elle nous fait soulagement. Et à la Guinée, l'album parle du pardon. Elle chante l'amour, elle chante l'unité, elle chante la Guinée, elle chante les bienfaits du peuple de Guinée. Donc c'est ça. À la Guinée de venir écouter Marie-Louise, nous serons là. On est là déjà pour la soutenir. Au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias, les organisateurs promettent une dédicace historique et sécurisée. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'RTG. À 17h pour d'autres éditions d'information. Bonsoir.